Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où l'on va creuser un sujet qui, je dois l'avouer, me donne un peu le vertige depuis que j'ai commencé à préparer cette émission. Aujourd'hui, Thomas, on parle de la solitude. Mais pas juste du sentiment de tristesse un dimanche soir. On parle de la solitude comme moteur économique. L'économie de la solitude. Salut Thomas. Salut Sarah. Oui, c'est un sujet fascinant et terriblement cynique. On va voir comment le système capitaliste a, d'une certaine manière, monétisé notre mal-être. Parce que, soyons clairs dès le début, la tristesse, ça rapporte des milliards. C'est ça le constat de départ. On n'a jamais été aussi connectés. On a tous un smartphone greffé à la main. Et pourtant, toutes les études sociologiques le montrent, on n'a jamais été aussi seul. C'est un paradoxe qui semble être devenu la norme. Exactement. Et c'est là que le marché intervient. Le marché a horreur du vide, Sarah. Si tu as un vide affectif, une entreprise va se créer pour le combler, ou du moins pour te donner l'illusion qu'elle le comble. Regarde ce qui se passe au Japon. C'est souvent un laboratoire de nos futurs comportements. Là-bas, l'industrie de la location humaine est devenue banale. Tu parles de louer des amis ? Bien plus que ça. Tu peux louer une famille entière. Imagine la scène. Tu es un homme seul, la quarantaine, tes parents sont décédés ou tu es brouillé avec eux. Le dimanche, tu te sens isolé. Eh bien, tu vas sur un site web, tu sors ta carte de crédit et tu loues une femme, 2 enfants et même un chien pour l'après-midi. Ils viennent chez toi, ils t'appellent papa, ils jouent dans le parc avec toi. L'acteur qui joue le rôle te verse ton thé en te demandant comment s'est passée ta semaine au bureau. C'est absolument glaçant. Payer pour une simulation d'affection familiale. Mais on se dit toujours que c'est le Japon, que c'est une culture très spécifique. Sauf que ce phénomène arrive chez nous, sous une forme différente, plus technologique. Oui, aux États-Unis et en Europe, on est moins dans la location physique et plus dans le virtuel. Prends l'exemple de l'application Replica. C'est un chatbot alimenté par intelligence artificielle. Pour des millions d'utilisateurs, majoritairement des hommes d'ailleurs, cette IA est devenue leur confidente, leur amie et souvent leur petite amie. J'ai lu des témoignages là-dessus, c'est troublant. Des gens qui disent que leur IA les comprend mieux que n'importe quel humain. Ils ont l'impression d'être écoutés, de ne pas être jugés. C'est ça le piège. C'est une relation sans friction. L'humain, c'est compliqué. Ça a des humeurs, ça peut te contredire, ça demande des compromis. L'IA, elle, est programmée pour te valider. Elle est toujours disponible, à 3h du matin comme à midi. C'est une drogue douce. Et derrière, tu as un abonnement mensuel pour débloquer des fonctionnalités romantiques. On vend de la simulation d'amour, comme on vendrait un abonnement Netflix. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre réflexion, le business model de l'isolement. Parce que si on y réfléchit, économiquement parlant, un individu seul est beaucoup plus rentable qu'un groupe ou une famille soudée. C'est le cœur du problème. L'atomisation sociale est le meilleur carburant du PIB. Faisons un calcul simple. Prends une famille de 4 personnes qui vit sous le même toit. Ils ont un frigo, une machine à laver, un abonnement Internet, une voiture, peut-être 2. Ils partagent les repas, donc ils achètent en gros, ce qui coûte moins cher. Ils se prêtent des choses. La mutualisation, c'est l'ennemi de la consommation. Alors que si tu sépares ces 4 personnes, Voilà. Si ces 4 personnes vivent seules, dans 4 appartements différents, il faut construire 4 logements, il faut fabriquer et vendre 4 frigos, 4 machines à laver, 4 télés, 4 abonnements Internet, 4 canapés. Chaque individu doit s'équiper intégralement. La solitude multiplie les besoins matériels par le nombre d'individus. c'est fou quand on le formule comme ça. On a l'impression que la société nous pousse à l'individualisme, non pas pour notre liberté, comme on nous le vend souvent, mais pour maximiser notre potentiel de consommation. C'est une lecture marxiste, mais qui s'applique parfaitement au néolibéralisme actuel. L'individu atomisé est faible psychologiquement, donc il compense par l'achat, et il est structurellement obligé de consommer plus pour survivre au quotidien. On a détruit les structures collectives, les syndicats, les églises, les associations de quartier, les grandes familles élargies. Résultat, on se retrouve face à notre écran, carte bleue à la main, à commander des repas livrés par un autre individu seul sur son vélo. Et cette solitude, elle a aussi donné naissance à ce qu'on appelle les relations parasociales. C'est un terme qu'on entend beaucoup, surtout avec l'explosion de Twitch, YouTube, OnlyFans. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? La relation parasociale, c'est quand tu développes un attachement émotionnel fort, voire de l'amour ou de l'amitié, pour une personnalité médiatique qui, elle, ne sait même pas que tu existes. Avant, c'était avec les stars de cinéma ou les chanteurs. Mais aujourd'hui, avec le streaming en direct, c'est devenu interactif et monétisé à l'extrême. C'est l'exemple typique du streamer sur Twitch qui joue à un jeu vidéo et des milliers de personnes le regardent et lui parlent dans le chat. Oui, mais regarde la mécanique financière. Le spectateur fait un don, disons 5 €. Une voix synthétique lit son message, où le streamer s'arrête et dit « Merci Sarah pour les 5 €, tu es génial ». À ce moment précis, ton cerveau libère de l'ocytocine et de la dopamine. Tu as reçu de l'attention sociale. Tu as eu l'impression d'être vu, d'être reconnu par quelqu'un que tu admires. Mais c'est une illusion totale. C'est une transaction commerciale déguisée en interaction sociale. C'est purement artificiel, mais pour le cerveau reptilien, ça fait le job sur le moment. Sur OnlyFans, c'est encore plus flagrant. On pense souvent que les hommes payent pour voir de la nudité. C'est faux. Le porno est gratuit partout sur Internet. Ce qu'ils achètent sur OnlyFans, c'est le message privé du matin qui dit « Coucou mon chéri, j'espère que tu as passé une bonne journée ». Ils payent pour le girlfriend expérience. Ils payent pour qu'on leur mente, pour qu'on simule de l'intérêt pour leur petite vie triste.
c'est d'une tristesse infinie, on en arrive à sous-traiter notre besoin d'affection à des prestataires de services. On ne cherche plus à séduire, à construire, on paye pour le résultat immédiat. C'est l'ubérisation des sentiments. Pourquoi s'embêter à draider, à risquer le rejet, à devoir écouter les problèmes de l'autre, quand tu peux payer 10 balles par mois pour qu'une fille magnifique te dise que tu es drôle et intelligent? C'est le fast-food de l'âme, ça remplit, mais ça ne nourrit pas, et à long terme, ça rend malade. Et du coup, vers quoi on se dirige? Si on pousse cette logique jusqu'au bout, on arrive à quoi dans 10 ou 20 ans? Je pense qu'on se dirige vers une société à deux vitesses, un peu comme dans le film Her de Spike Jonze, mais avec une dimension de classe sociale très marquée. Le contact humain, le vrai, le physique, va devenir un produit de luxe. Un produit de luxe? C'est-à-dire que seuls les riches pourront se permettre d'avoir de vrais amis? D'une certaine manière, oui. Regarde déjà aujourd'hui, les ultra-riches envoient leurs enfants dans des écoles Montessori, sans écran, où on apprend à jardiner et à interagir. Les classes moyennes et populaires collent leurs gamins devant des tablettes. Dans le futur, avoir une vraie petite amie, avoir un cercle d'amis avec qui tu dînes sans téléphone, avoir un thérapeute humain et pas un bot, ce sera un marqueur de statut social élevé. Et pour la masse? Pour la masse, ce sera l'assistance par IA. Tu es seul, ton assistant vocal te raconte une blague. Tu es vieux et isolé, un robot de compagnie te rappelle de prendre tes médicaments et te tient la main avec une peau en silicone chauffante. On va vers une société où l'organique est rare et cher, et où le synthétique est abondant et bon marché. C'est une vision assez dystopique. On remplace l'imprévisibilité humaine par la fiabilité algorithmique. Mais est-ce qu'on ne risque pas de devenir complètement inapte socialement? Si, c'est le risque majeur, l'atrophie du muscle social. Plus tu interagis avec des IA ou des relations parasociales tarifées, moins tu es capable de supporter la frustration d'une vraie relation. Tu deviens intolérant à la moindre contrariété. Pourquoi supporter une vraie femme ou un vrai mari qui a ses défauts, alors que mon IA est parfaite? On risque de voir une chute encore plus drastique de la natalité et de la formation de couple. Ce qui, ironiquement, va encore renforcer l'économie de la solitude. C'est un cercle vicieux. Plus on est seul, plus on consomme de substituts, plus on devient inapte au réel, donc plus on est seul. C'est la boucle parfaite pour le capitalisme tardif. Il crée le poison et il te vend l'antidote, mais l'antidote est temporal et te rend encore plus dépendant. On va devoir s'arrêter là-dessus, même si on pourrait en parler des heures. Ça donne envie de jeter son téléphone dans la rivière et d'aller frapper à la porte du voisin juste pour dire bonjour, non? C'est probablement l'acte de résistance le plus radical qu'on puisse faire aujourd'hui. Parler à quelqu'un gratuitement. Merci beaucoup Thomas pour cette analyse aussi brillante qu'inquiétante. Merci à toi Sarah. Et vous qui nous écoutez, prenez soin de vous et essayez, si vous le pouvez, de cultiver le vrai lien. À la semaine prochaine.